quand l'eau tombe, qui répond à l'appel. Au Pakistan, l'eau ne descend pas comme une bénédiction. Elle surgit en torrent, dévorant routes, villages et vies entières. Des milliers de familles s'éveillent sans toit, sans avenir. Imaginez-vous, une nuit paisible, soudainement réveillée par le rugissement d'un fleuve devenu monstre. En quelques minutes, tout s'effondre, les murs, les souvenirs, les repères. C'est le cauchemar vécu par des milliers de Pakistanais chaque année. Soyons honnêtes. Lorsque l'inondation ne frappe pas à notre porte, le monde détourne souvent les yeux. Combien de drames oubliés, de cris noyés, parce que la catastrophe reste lointaine. Combien de familles attendront en vain une main tendue, tandis que les caméras s'éloignent. Pour chaque tragédie couverte par les médias, combien d'autres sombrent dans le silence. La mémoire collective est sélective. On se souvient des grandes catastrophes qui touchent l'Occident. L'ouragan Katrina aux États-Unis, les inondations en Allemagne. Mais qu'en est-il des drames récurrents en Asie du Sud ou en Afrique de l'Ouest? À chaque saison des moussons, des villages entiers sont rayés de la carte sans qu'aucune alerte ne retentisse à l'international. Face à ces désastres, les réponses arrivent d'en haut. Experts, institutions, solutions prêtes à l'emploi, mais souvent déconnectées de la réalité. Pourtant, un souffle venu d'Afrique s'impose. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, ne promet pas un simple rapport technique. Il offre une leçon de dignité, forgée dans l'adversité. Pour Traoré, la misère n'est pas une fatalité. Il voit la force de ceux qui survivent, sans attendre la charité. Son idée ne vient pas des bureaux, mais de la boue, là où chaque jour exige d'inventer pour rester en vie. Ce modèle burkinabé, ignoré des puissants, bouleverse la logique de l'aide. Il ne s'agit plus seulement de sauver, mais de renverser l'ordre établi, celui qui confine l'Afrique à la dépendance et refuse sa créativité. Ignorer ces voies, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs, de gaspiller temps, argent, et surtout de condamner des millions de personnes à l'abandon, privées d'espoir et de fierté. Alors, qui décide qui peut sauver qui? Faut-il attendre l'expert étranger ou oser regarder là où personne ne cherche? Pour comprendre comment un simple pneu recyclé peut bouleverser la carte du secours mondial, il faut revenir au commencement. Tout commence dans un village du Burkina Faso, bien loin des projecteurs. Là, une idée simple va défier les certitudes du monde entier. Des chiffres qui glacent, une réponse qui déroute. En l'an 2022, le Pakistan chancelle sous des inondations d'une ampleur inouïe. Plus de 1700 morts, des millions de déplacés, des pertes estimées à plus de 30 milliards de dollars. Les images défilent, maisons englouties, vies fracassées. La catastrophe dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Pour mettre en perspective, ces 30 milliards de dollars représentent plus que le budget annuel de plusieurs ministères pakistanais réunis. C'est l'équivalent de la construction de plusieurs milliers d'écoles ou de la modernisation de l'ensemble du réseau ferroviaire du pays. Mais ici, ces fonds partent en fumée, engloutis par une seule saison de pluie destructrice. Face à l'urgence, la communauté internationale s'agite. Conférences, promesses et surtout des prêts. Toujours des prêts, avec leurs conditions, leurs paperasses et le poids d'une dette qui s'alourdit. Derrière chaque dollar, un pacte silencieux, aide contre dépendance. Ce cycle n'est pas nouveau. Après le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est, des milliards avaient été promis, mais combien sont arrivés vraiment sur le terrain? Au lendemain du séisme en Haïti en 2010, l'aide internationale a été largement critiquée pour son inefficacité et ses effets pervers, installant une dépendance durable et parfois une corruption locale. Pourtant, sur un autre continent, un peuple a déjà affronté la furie des eaux. Au Burkina Faso, des crues soudaines ont dévasté villages et récoltes, brisé des milliers de destins. Mais là-bas, nul n'a attendu la charité du Nord. L'ingéniosité et la nécessité ont forcé une autre route. Par exemple, dans la région de Bobo-Dioulasso, des cultivateurs ont perdu toute leur récolte de mil à la suite d'une crue exceptionnelle. Les écoles, construites en banco, se sont effondrées. Face à l'urgence, les villageois se sont réunis sous un manguier ancestral.
chacun a proposé une idée. Parmi elles, celle, étonnante, de réutiliser les pneus abandonnés le long des routes. Pas de méga-projet hors de prix, ni de dette à vie. À la place, une idée simple et radicale. Recycler des pneus usagés, les combiner au béton pour solidifier les digues, stopper la montée des eaux. Des milliers de foyers protégés, sans dépendre d'une aide étrangère, sans contracter la moindre dette. Ce modèle est né dans l'urgence, forgé par la dignité. Refuser l'humiliation de l'assistanat et croire en ses propres forces. Il bouscule toutes les règles du jeu international. Ici, pas de milliards à rembourser, pas de population sacrifiée, juste une solution qui sauve, sans rien devoir à personne. Fermer les yeux sur ces alternatives, c'est choisir la dépendance, la dette et l'impuissance. C'est tourner le dos à une leçon d'humilité et d'innovation. Mais alors, ce modèle africain, si direct, si libre, pourrait-il inspirer l'Asie? La question promet de révéler des tensions insoupçonnées. Un homme va incarner cette alternative et pousser la réflexion plus loin. Ibrahim Traoré, le visage d'une Afrique qui refuse le fatalisme. Quand l'ingéniosité s'oppose au prestige, l'équilibre mondial vacille. À Islamabad, Ibrahim Traoré lance un défi en pleine conférence. L'eau ne se maîtrise ni par le crédit, ni par la force brute, mais par l'intelligence partagée. Cette phrase, limpide et provocante, fait vibrer la salle d'un malaise nouveau. Les experts hochent la tête, sceptiques. Comment prendre au sérieux l'idée d'un président africain? Ériger des milliers de murs flexibles contre les inondations, faits de pneus usagés et de béton. Pour les élites, c'est un bricolage naïf, indigne du sérieux des contrats à plusieurs milliards. Mais la proposition burkinabé bouscule l'ordre établi. Transformer un déchet en rempart, recycler ce qui pollue en bouclier, c'est briser le cycle toxique du gaspillage. Chaque pneu, lesté de béton, absorbe la violence de l'eau plutôt que de la combattre frontalement. En prime, la solution coûte une fraction des sommes englouties par les géants du secteur, tout en nettoyant l'environnement. Prenons un exemple concret. Dans le village de Dédougou, une centaine de pneus collectés par les enfants des écoles ont été utilisés pour construire une digue de 150 mètres. Le coût total, moins d'un salaire mensuel moyen dans la capitale. Résultat, la crue suivante n'a causé aucune perte, alors que des villages voisins, dotés de digues traditionnelles, ont été submergés. Ce plan fait trembler les certitudes. Si l'on peut sauver des villages grâce à l'ingéniosité locale, pourquoi s'endetter auprès de multinationales? Refuser l'aide conditionnée, c'est oser croire en ses propres forces, briser la dépendance aux sponsors. Au-delà de la technique, une révolution silencieuse se profile. Pour la première fois, il ne s'agit plus de mendier l'aumône, mais d'inventer une résilience ancrée dans le réel. L'approche, modeste en apparence, devient virale. Au Pakistan, des paysans esquissent un sourire. Ils reconnaissent leur combat dans celui de leurs homologues africains. Mêmes espoirs déçus, même lassitude devant les promesses vides. Le dialogue s'installe entre continents, porté par des images simples, des mains qui soulèvent des pneus, des maisons protégées, des regards tournés vers l'horizon. Tandis que les experts occidentaux affichent un sourire supérieur, les populations locales voient en Traoré le symbole d'une alternative. Il incarne la possibilité de sortir du cycle de l'aide et de la dette. Adopter ce modèle, c'est défier l'ordre mondial, quitte à risquer l'isolement. Refuser, c'est choisir la stagnation, accepter de voir l'avenir s'effriter sous le poids du passé. Mais dans les coulisses, les géants de l'industrie ne restent pas inactifs. Ils préparent une riposte, bien décidés à défendre leurs privilèges, quand la solidarité devient un acte de résistance. Au Pakistan, un geste inédit prend racine. Les tout premiers murs de pneus, érigés par des mains locales, inspirés par l'audace burkinabé, se dressent face au danger. L'idée, venue d'Afrique, née du manque et de la débrouille, s'impose sur le sol asiatique. Pour la première fois, les habitants voient une solution qui leur ressemble. Des pneus, du béton, et la volonté farouche de ne plus subir. Quand la mousson arrive, chacun retient son souffle. Mais cette fois, les murs tiennent bon.
Sous la pression des eaux, ils résistent là où les digues classiques avaient cédé, saison après saison. L'incrédulité se lit sur les visages. La méthode burkinabé, tant moquée à l'étranger, prouve son efficacité sous les yeux de tous. Ce succès bouleverse bien plus que les certitudes techniques. Très vite, il sème l'inquiétude sur la scène internationale. Des médias occidentaux dénoncent un populisme africain dangereux. D'autres y voient une menace pour l'influence des grandes puissances. Dans les chancelleries, la nervosité monte. Et si la coopération sud-sud redessinait les frontières du pouvoir mondial? Dans les couloirs feutrés des ambassades, la rumeur enfle. Certains parlent d'instrumentalisation politique. La technologie burkinabé serait une arme symbolique, un prétexte pour renforcer la solidarité des oubliés. Mais sur le terrain, pour des milliers de familles pakistanaises, ces murs de pneus incarnent tout autre chose. La première sensation de dignité retrouvée, la possibilité de se relever sans tendre la main à Paris, à Washington ou à la Banque mondiale. Ce n'est pas l'écologie qui dérange les élites, mais le symbole. Voir l'Afrique offrir et non quémander renverse les imaginaires. Reconnaître qu'un modèle né à Ouagadougou inspire Karachi, c'est admettre que la hiérarchie mondiale vacille. Le risque est là. Si ce modèle s'étend, il menace la domination des grandes puissances. Mais si on le rejette, on condamne des peuples entiers à l'impuissance, à la fatalité, à la dépendance éternelle. C'est une lutte de récit autant que de technique, et l'enjeu se lit dans chaque goutte d'eau frappant ces murs nouveaux. Au cœur du chaos, une évidence s'impose. La souveraineté ne se décrète pas, elle se bâtit, mur après mur, choix après choix. Pour la première fois, des familles pakistanaises se sentent actrices de leur destin, unies par la force d'une solution venue d'ailleurs, mais désormais pleinement la leur. Mais cette victoire soulève une question brûlante. Jusqu'où la solidarité venue du Sud peut-elle aller avant de menacer l'équilibre du monde? La réponse se joue, déjà, bien au-delà des frontières pakistanaises. La grandeur d'un peuple ne se jauge pas à la hauteur de ses fortunes, mais à sa faculté de se relever ensemble, le visage tourné vers l'avenir, malgré l'orage. Au Pakistan, un basculement profond s'amorce. Les habitants cessent de se percevoir comme de simples victimes du climat. Ils deviennent les véritables architectes de leur propre survie. Munis du savoir venu du Burkina Faso, ils transforment chaque déchet abandonné en pierre de résistance. À coups de pneus usés et de béton, les deux peuples bâtissent bien plus que des digues. Ils érigent une confiance nouvelle, un espoir tangible, la conviction qu'ils peuvent inventer, protéger, s'unir par eux-mêmes. Là où la dépendance étrangère dictait jadis la marche à suivre, la solidarité trace désormais la route. Prenons un instant pour observer ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Est. Lors des inondations majeures au Mozambique en 2019, des communautés entières ont mis en œuvre des solutions de fortune, utilisant des sacs de sable, des troncs d'arbres et même des carcasses de voitures abandonnées pour contenir les eaux. Ces méthodes empiriques, bien que rudimentaires, témoignent d'une capacité d'adaptation et d'innovation précieuse. Ce que propose le modèle burkinabé, c'est de structurer cette ingéniosité. Organiser la collecte des pneus, former les jeunes à la construction des digues, mutualiser le savoir-faire à l'échelle communautaire. Au Burkina Faso, des ateliers d'autoconstruction ont vu le jour dans plusieurs chefs-lieux de province. Les femmes, traditionnellement exclues des chantiers, y jouent un rôle central, supervisant la logistique et enseignant aux plus jeunes l'art de transformer un rebut en rempart. L'Afrique, trop souvent cantonnée au rôle de réceptrice d'aide, se mue soudain en source de solutions et de fierté. Ce n'est plus la charité qui anime l'échange, mais la créativité née de la nécessité, une dignité partagée. Le modèle burkinabé, longtemps jugé marginal, s'impose comme une alternative concrète, humble et efficace. Cette solidarité entre Sud et Sud, forgée dans l'épreuve, bouleverse les règles du jeu international. Elle n'est plus affaire de promesses lointaines, mais de partage réel et d'ingéniosité collective. Ce lien, tissé par l'expérience, se révèle plus fort que 1000 discours. Le message d'Ibrahim Traoré résonne jusqu'aux confins des villages. On ne demande pas la liberté, on la construit.
Ce cri d'émancipation se propage, rappelant que la souveraineté ne s'achète pas au prix de la dette. Elle se cultive lentement, avec dignité, audace et intelligence. Choisir cette voie, c'est risquer l'isolement diplomatique, braver le regard des puissances traditionnelles. Mais c'est surtout conquérir une indépendance inédite, celle qui permet la coopération d'égal à égal, fondée sur la confiance, la réciprocité et non sur la domination. Ce que révèle cette expérience, c'est que la véritable force naît de la solidarité retrouvée, de la dignité et d'une inventivité partagée. L'exemple africain inspire le Pakistan, et au-delà, tous ceux qui refusent de rester enfermés dans le fatalisme. Mais la route reste semée d'embûches. Pour que cette solidarité devienne la norme, il faudra affronter de puissants intérêts et rester fidèle à cette vision d'émancipation partagée. Pour avancer, il est essentiel de s'organiser localement. Les quartiers vulnérables peuvent cartographier leurs points faibles, répertorier les matériaux disponibles, pneus, béton, ferraille, et planifier ensemble la construction des digues. Les universités peuvent s'impliquer en étudiant la résistance des structures et en adaptant la technologie aux contraintes locales. Un exemple inspirant, à Lahore, un groupe d'étudiants en génie civil a lancé un projet pilote testant différentes combinaisons de pneus et de béton, puis partageant leurs résultats avec les communes. Ces initiatives, soutenues par des ONG locales, prouvent que la transmission des savoirs n'est pas l'apanage des experts internationaux, mais peut venir de la jeunesse locale. L'avenir appartient à celles et ceux qui transforment la honte en rempart et la peur en force. Au cœur de la tragédie, deux chemins s'offrent à nous. Ignorer ce que d'autres, loin des projecteurs, ont inventé, ou reconnaître la puissance de solutions nées sous pression. Trop souvent, le monde détourne le regard, préférant la pitié à l'échange, la dette à la dignité. Pourtant, le modèle burkinabé bouleverse cet ordre établi. Ibrahim Traoré et son peuple l'ont prouvé. Sans ressources infinies, il est possible d'ériger des remparts solides contre la fatalité. Avec des pneus, du béton et surtout une volonté inébranlable, ils ont protégé des milliers de familles. Ce succès n'était ni importé ni conditionné à une charité, mais né d'une nécessité urgente et d'un courage lucide. Refuser d'accueillir ces exemples, c'est s'enchaîner à des hiérarchies anciennes et nourrir la dépendance. S'en inspirer, c'est ouvrir la voie à une ère nouvelle, fondée sur le respect mutuel et la coopération réelle. Chaque fois qu'un pays adopte une solution née ailleurs, il affirme haut et fort que la dignité ne s'achète pas, elle se transmet. Imaginez un monde où la fierté ne s'achète plus avec des devises, mais se construit ensemble, à force d'essais, d'erreurs et d'humilité partagée, où l'aide n'est plus un marché, mais une révolution discrète, portée par celles et ceux qui ont connu la peur, la faim et ont refusé de céder. Pour aller plus loin, il faut aussi penser aux prochaines étapes. Former des réseaux régionaux d'entraide, partager les plans techniques, organiser des stages d'apprentissage dans les deux sens, du Burkina Faso au Pakistan, mais aussi l'inverse, car chaque contexte apporte ses propres solutions. Cette circulation sud-sud, longtemps négligée, peut devenir le moteur d'une nouvelle diplomatie, basée sur l'échange et l'écoute. Notre avenir collectif dépend de notre capacité à reconnaître la valeur de ces solutions venues d'ailleurs. Ignorer ces exemples, c'est accepter de répéter les mêmes erreurs, perdre du temps, de l'argent et de la dignité. S'en inspirer, c'est oser écrire un chapitre nouveau, celui d'une humanité qui s'écoute et se respecte. Voilà l'enjeu. Il ne s'agit pas seulement d'innover face aux inondations, mais de changer le regard que nous portons sur l'autre, sur l'Afrique, sur nous-mêmes. La révolution de la dignité et de la créativité est entre nos mains. À nous de la saisir, de la partager et de la faire résonner d'un continent à l'autre. Et si, demain, c'était à notre tour de tendre la main vers une solution née loin de chez nous? Aurions-nous l'humilité de l'accueillir? L'avenir appartient à celles et ceux qui savent que la vraie grandeur se mesure à la capacité d'apprendre des autres, sans peur, sans orgueil, mais avec la volonté de bâtir, ensemble, un monde résilient.